connaît pas, à la fois des animaux à l'homme, entre les humains par des transmissions par la peau, dans les familles, mais aussi par voie sexuelle. Alors faut-il s'inquiéter de ce nouveau variant de la variole du singe qu'on appelle désormais Mpox? Mathieu Hoc. Oui, il faut s'en inquiéter, effectivement, parce qu'avec plus de 3%, je crois, de létalité, ça reste un virus qui tue, et c'est un virus qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts dans notre pays. Et puis surtout, c'est qu'on n'est pas, aujourd'hui, nos sociétés ne sont plus adaptées pour pouvoir justement répondre à ce variant. Donc c'est pour cela qu'il faut adopter un principe clair, un principe de précaution, c'est-à-dire qu'il faut tout mettre en avant, tout mettre en œuvre pour pouvoir justement ce qu'on appellerait confiner le virus, c'est-à-dire éviter qu'il arrive sur notre sol un maximum, donc fermer les frontières. Il faut fermer les frontières à destination des pays. C'est possible ça, de fermer les frontières? Je pense que oui, c'est possible, tout à fait. Il y a deux exemples qui me font dire que c'est possible. La France, la procédure pour fermer une frontière, c'est en fait vous allez demander au Conseil européen, donc justement une exemption sur Schengen temporaire. Vous avez deux motifs pour le faire: un risque sécuritaire fort, 2015, les attentats de novembre 2015, ou un risque sanitaire. Et donc de santé publique, mars 2020 pour le Covid. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas fermer les frontières sur tout le pays, vis-à-vis de tous les pays, mais au moins fermer les frontières dans un premier temps sur les pays où il y a où ce virus sévit. Et donc par exemple la Suède, le Congo, etc. Et ensuite après, il faudra se poser la question si ça s'amplifie, fermer toutes les frontières pour pouvoir se prémunir dans un premier temps et éviter qu'il y ait le maximum de gens, parce que notre objectif c'est justement d'avoir le moins de contagion possible sur notre sol rapidement pour pouvoir ne pas. Je précise, parce que j'entends bien ce que vous dites, je précise quand même pour ceux qui nous regardent qu'il y a un traitement contre ce virus et qu'il y a un vaccin préventif aussi. Exactement. Mais voilà, pour ne pas paniquer les gens. La France est en train de devenir un narco-État. C'est-à-dire, c'est une étude que nous avions sortie il y a quelques mois de cela. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est basé sur les travaux du Global Criminal. C'est quoi? C'est la mexicanisation de la France? Exactement, c'est ça, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'en fait, dans les pays d'Amérique latine, une partie de l'État vit du trafic de drogue. Nous, ce n'est pas le cas. L'État français n'en vit pas. Ce que nous avons aujourd'hui en France, ce sont deux États. Un État régalien normal, doté de pouvoirs qui sont quand même importants, il faut le dire quand même, de pouvoir de police et de pouvoir même judiciaire qui commencent à être un peu de plus en plus importants pour pouvoir endiguer le trafic de drogue. Mais c'est surtout qu'en fait, à côté de l'État, se sont développées des sociétés parallèles, des États différents qui ne sont plus sous les lois de la République. Ce sont les États des gangs. Aujourd'hui, dans les quartiers dits de la politique de la ville, les 1515 quartiers de la politique de la ville. Ces quartiers-là, en fait, ces seigneurs de guerre locaux, en fait, cette nouvelle féodalité, prospèrent sur le trafic de drogue parce qu'ils génèrent 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et c'est ce qui permet justement à ces trafiquants, ces narcotrafiquants, de pouvoir acheter des armes et donc de pouvoir ensuite se protéger et ensuite de mettre en place ce qu'on appelle la guerre des territoires en sécurisant de leur point de vue certains quartiers et certains points de deal. Ensuite, après, le deuxième point qui est important sur le trafic de drogue, c'est qu'il y a eu, depuis la crise sanitaire, une mutation des manières de vendre la drogue dans notre pays. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui deux phénomènes qui se sont ajoutés au point de deal des quartiers. La question de la vente dans les territoires ruraux, notamment parce que lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, les narcotrafiquants se sont repliés vers la ruralité et c'est pour cela qu'on a de plus en plus de maires, dans les territoires ruraux qui se plaignent de la montée de la consommation de drogue aujourd'hui dans leur ville. Et puis vous avez un deuxième point qui est la vente sur les réseaux sociaux. Et donc ces nouvelles manières de vendre et de distribuer la drogue génèrent de nouveaux revenus pour les narcotrafiquants. Et ensuite après se joue cette guerre de territoire contre l'État légitime, contre la police, avec justement cette fameuse géographie urbaine des cités qui permet de pratiquer des coupes-gorges, de faire en sorte que la police ne peut plus rentrer dans un certain nombre de quartiers. Et puis vous avez les guerres entre gangs. Et c'est pour cela aujourd'hui que le nombre d'homicides liés au trafic de stupéfiants a explosé à Marseille. Sur les 3 dernières années, il y en a eu autant qu'entre 1950 et 2000. J'ai une question supplémentaire pour Yannick Biancheri qui nous écoute, secrétaire Alliance Sud-Est. Yannick Biancheri, Mathieu Hoc à l'instant nous parlait de la difficulté aujourd'hui supplémentaire qui était celle des réseaux sociaux, des applications surtout de communication comme... avec vous Mathieu Hoc, les sources de l'antisémitisme en France. Oui, elles ont été rappelées. Je pense qu'il y a 2 sources aujourd'hui. Il y a 3 sources historiques de l'antisémitisme en France, puisque l'antisémitisme, effectivement, précède la question israélienne de 1948, précède évidemment le 7 octobre. Il y a un antisémitisme d'extrême droite qui
et qui existe toujours, mais qui est assez marginal aujourd'hui. Mais il y a surtout deux antisémitismes idéologiques, on va dire. Un de l'extrême gauche qui a toujours existé avec cette haine du juif, cette haine qui associe le juif et l'argent et qui aujourd'hui surfe sur le complotisme anti-israélien. D'une partie de l'extrême gauche, oui. Exactement. Et vous avez une seconde partie qui effectivement vient de ce que Georges Benson appelait les territoires perdus de la République, c'est-à-dire dans certains quartiers, effectivement, une partie des gens qui sont issus de l'immigration font le lien sont par essence antisionistes, c'est-à-dire qu'ils rejettent soit l'existence d'Israël, soit l'existence d'un foyer juif en terre de Palestine. Et effectivement, lorsque l'on cartographie les sources, on va dire les sources de l'antisémitisme, on arrive aujourd'hui avec le fait que le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre est un accélérateur de l'antisémitisme tel qu'il est. Or, l'antisémitisme, il a quand même, par rapport aux autres actes, les autres actes anti-religieux, il a deux spécificités. Un, il est surreprésenté parmi la population, dans la population juive, puisqu'il y a beaucoup plus d'actes d'antisémites qu'il y a de juifs dans la population nationale. 30% des actes anti-religieux sont contre les juifs. Or, les juifs ne représentent qu'1% de la population nationale. Et deux, ils sont souvent la cible de personnes. C'est-à-dire que les violences sont plutôt contre les personnes plutôt que contre les biens, ce qui rend quand même la chose encore plus grave que de s'attaquer justement juste à une église, une mosquée ou même une synagogue. Je voudrais qu'on poursuive avec la situation au Proche-Orient à présent. Il y a quand même un risque de régionalisation qui m'inquiète et qui nous inquiète, qui est important, même si, ça a été rappelé, beaucoup d'acteurs n'ont pas intérêt à la régionalisation du conflit, c'est-à-dire une escalade du conflit qui irait vers un conflit régional entre Israël et l'Iran. Mais pourquoi ? Parce que la question, elle se pose en termes de rapport de force. C'est-à-dire que quand on regarde l'équilibre des forces aujourd'hui dans la région, quand on regarde le rapport de force, il n'y a que le Hamas qui a intérêt à régionaliser le conflit. Israël n'a pas intérêt puisque Israël déjà est en difficulté pour vaincre le Hamas. Donc comment vaincre aujourd'hui l'ensemble des proxys iraniens, donc les milices, les armées, les milices et les groupes terroristes qui agissent de concert avec l'Iran, donc le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, alors même que ce sont des proxys qui sont beaucoup plus puissants que le Hamas. Le Hezbollah, c'est plus de 100 000 soldats, 100 000 combattants, alors que le Hamas, c'est moins de 20 000, dont 10 000 qui auraient été tués par l'armée israélienne. Donc ça, c'est quand même le premier sujet. Ensuite, après, les pays de la région n'y ont pas non plus intérêt. Donc Israël, pour pas démultiplier les fronts. L'Iran, parce que l'Iran est un colosse quand même au pied d'argile. Militairement, quand on regarde les capacités militaires de l'Iran, c'est difficile pour eux d'intervenir à proximité d'Israël, sans leur proxy, puisqu'ils doivent avoir l'accord des autres pays, la Jordanie, où il n'y a que l'Irak aujourd'hui qui peut faire le pont entre Israël et l'Iran pour pouvoir mettre en place des missiles. Donc c'est quand même un problématique. Et puis ils ont une situation intérieure qui reste quand même compliquée. L'inflation touche l'Iran de manière exponentielle. Il y a plus de 44% d'inflation quand même dans le pays. La situation économique est quand même assez désastreuse d'un point de vue de la population. Donc ils ont quand même aussi des révoltes internes qui doivent juguler dans leur pays et donc qui rend la difficulté d'autant plus difficile le fait d'intervenir. Et puis ensuite, après, les grandes puissances de ce monde n'ont pas non plus intérêt à une régionalisation du conflit. Les États-Unis, ça a été dit, mais également la Chine, puisque la Chine n'a pas intérêt à ce que l'Iran tombe, puisque l'Iran est le principal exportateur de pétrole pour la Chine, et donc de fait alimente son effort économique et son effort industriel. Donc, quand on regarde l'ensemble de la cartographie, tous les acteurs n'y ont pas intérêt, sauf le Hamas. Pourquoi ? Parce que le Hamas est en difficulté sur le terrain et a besoin d'alliés supplémentaires et a besoin que les autres proxys iraniens rentrent dans la danse, a besoin que l'Iran attaque Israël pour saturer le dôme de fer et pour pouvoir mener d'autres opérations terroristes. Et c'est le Hamas qu'il faut cibler. Je voudrais qu'on parle d'un autre point de tension géopolitique du côté de l'Ukraine cette fois. L'offensive surprise et inédite de l'Ukraine en Russie. L'Ukraine qui affirme avoir pris le contrôle de 82 localités dans la région de Koursk, plus de 1150 km², signe quelque part peut-être de l'intention des Ukrainiens de s'implanter dans la durée. Une administration militaire a été installée dans la région pour assurer les affaires courantes et la logistique. Face à la situation extrêmement tendue, le Kremlin assure avoir envoyé des moyens supplémentaires, notamment dans la région limitée. Ce qui a été dit, c'est que l'idée de Volodymyr Zelensky, c'est justement de pouvoir réinverser le rapport de force en termes de négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et jusqu'à présent, il n'avait quasiment aucune marge de négociation pour négocier avec la Russie de Vladimir Poutine. Là, effectivement, en prenant le contrôle d'une petite partie de la zone, se posera la question de s'il est en capacité de la maintenir durablement, ce qui n'est pas certain non plus au regard de ses capacités militaires aujourd'hui, même si l'on voit quand même que dans ce conflit, on est véritablement sur une logique défensive. C'est-à-dire que la logique défensive prévaut sur la logique offensive. C'est plus dur de reconquérir un territoire que de le conserver. Donc,
C'est ce que je pense joue Volodymyr Zelensky, c'est d'avoir une partie d'un territoire russe pour pouvoir justement négocier avec la Russie un accord de paix plus favorable que s'il ne l'avait pas. Allez, je vous propose de revenir en France désormais et d'accepter la violence. Vous pensez vraiment que c'est dissuasif, ça? Complètement. Non, alors non, je ne pense pas que c'est dissuasif, mais vous pensiez qu'il ne fallait pas aggraver les sanctions contre Ah non, non, j'ai jamais dit ça, c'est que je ne vois pas le bout du tunnel. Il est là le problème. C'est pas une affichette, c'est à condition qu'on sache lire. Non, mais ce qui est lunaire, c'est de dire ici zone de non-violence, comme si la violence était tolérée ailleurs. C'est juste que la violence ne peut être tolérée absolument nulle part sur le territoire. Mathieu Hoc. Moi, je vois deux réponses à votre question. Il y a une première réponse qui est une réponse d'ordre préventif, c'est-à-dire justement mettre en place tous les moyens de sécurité pour pouvoir sécuriser nos services publics, les hôpitaux, mais de la même façon, les commissariats, les écoles, etc. Donc, par exemple, on a le cas de plus en plus régulièrement des attaques au couteau. Il faut systématiser dans les services publics la détection de couteaux. Et ensuite, après, dès lors qu'une personne détient un couteau, on lui colle une amende. Je pense que ça, c'est assez dissuasif dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, je pense, pour ce qui est de l'hôpital plus spécifiquement, il faut arrêter avec la culture de l'impunité sur les gens qui agressent les médecins. Je pense qu'il faut que l'assurance maladie dérembourse les soins, qu'on tape au portefeuille des patients qui sont violents. C'est-à-dire qu'en fait, le patient est soigné, que ce soit à l'hôpital ou en médecine de ville dans un cabinet. S'il fait l'objet d'une procédure judiciaire à la suite d'agressions physiques voire verbale, eh bien, effectivement, il faut poser la question du déremboursement des soins. C'est une piste intéressante, vous en pensez quoi? Le déremboursement des soins, je ne suis pas sûr. Enfin, je pense qu'on mélange un peu les sujets. Ouais. Non, mais on pense bien, régulièrement, il est proposé, par exemple, de supprimer les allocations, l'accès aux logements sociaux pour des familles qui posent des problèmes dans les quartiers. On peut imaginer... Sonnerie. Bien sûr, mais pour en revenir au fond du problème qu'évoquait tout à l'heure notre ami, je ne vois pas très bien comment on peut dissuader des gens d'avoir un coup de sang. Je pense que pour conclure dessus, je pense que si vous faites payer, notamment par exemple les frais d'hôpitaux à une personne et que quand on connaît le coût que ça a pour la société de soigner quelqu'un à l'hôpital, c'est 5 000 € par nuit, vous verrez que si vous envoyez la facture à la personne qui a agressé un médecin à l'hôpital ou une infirmière ou qui a mal parlé à une infirmière parce qu'il a des problèmes, cette personne-là a des problèmes vraisemblablement avec le fait qu'une femme le soigne par exemple, vous verrez que ça sera très dissuasif et que la personne ne recommencera pas. Et puis ensuite après, effectivement, je ne dis pas que c'est la seule solution, il faut ensuite après une réponse qui soit une réponse judiciaire et pénale qui aille dans le sens, mais ça c'est la réponse on va dire judiciaire qui est attendue par les Français depuis des années sur l'ensemble des sujets de sécurité. C'est dissuasif avec des gens qui sont censés. Mais franchement, c'est pas parce qu'on va donner une énorme amende ou une peine de prison avec sursis aux personnes qui ont griffé, mordu, tiré les cheveux de cette malheureuse que dans le quartier d'à côté, on va s'en soucier en disant alors là, il va falloir faire attention. Je pense que on n'est pas chez les bisounours. Je pense que ça serait dissuasif, oui. Des agressions de ce type, ça peut être de la prison ferme. On n'est pas non plus... Voilà, je voudrais qu'on... sur les fonctionnaires qui sont agressés à l'hôpital, ça peut aussi être de la prison ferme. Après, je suis d'accord, il faut que ça aille loin avant que ce soit de la prison ferme. Sur la question des caméras, il y a une petite précision que je mettrais. Ils n'ont pas les moyens d'installer des caméras dans leur salle d'attente. J'ai une question encore pour vous trois sur ce sujet. Comment on explique l'explosion des violences dans la société contre des gens qui soignent ou qui sauvent. Je pense évidemment au personnel hospitalier, puisqu'on en parle, mais qui est régulièrement agressé, mais les pompiers, les policiers, tout ce qui représente quelque part une quelconque forme d'autorité. Pourquoi cette montée des violences contre ces personnes ? On souffre dans les sociétés occidentales, ce n'est pas qu'en France, on souffre de deux phénomènes sur lesquels nous avons travaillé. D'une part, la montée de l'ultra-violence dans la société, qui est liée, on va dire, à la polarisation de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des intérêts qui sont de plus en plus divergents et qui règlent leurs différends de manière beaucoup plus brutale qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc ça, c'est un premier phénomène qui marque les sociétés. Et puis, on a un deuxième phénomène occidental, on a une deuxième société qui est ce que nous avons appelé la barbarisation de la société. La barbarisation de la société, ça veut dire que vous avez des personnes qui sont issues de mœurs, coutumes, cultures différentes, qui emploient des méthodes de règlement des différends qui sont différentes de celles que nous avons dans une société démocratique, pacifiée, où le règlement des différends se fait normalement
par l'intermédiaire du débat public, par l'intermédiaire du vote notamment, et par l'intermédiaire de la démocratie. Et donc lorsque vous combinez ces deux phénomènes-là, vous avez une problématique qui émerge en termes de sécurité et d'atteinte contre les personnes qui incarnent notre modèle aujourd'hui et qui incarnent l'autorité publique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les élus sont visés. Les élus, il y a de plus en plus d'élus et la moitié des maires ne veulent pas se représenter en grande partie à cause de ça, même s'il n'y a pas que ça dans l'équation, des sujets de rémunération, des sujets de charge de travail, etc. Mais la sécurité en fait partie. Il y a aussi les pompiers qui sont touchés, les médecins et même plus généralement tous les métiers qui sont les métiers dits de première ligne, qui sont au contact de la population. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes un agent aujourd'hui de la sécurité sociale, vous êtes confronté au même phénomène. Vous êtes même un agent dans une banque aujourd'hui, vous êtes confronté de la même façon. On a commenté à plusieurs reprises des faits divers qui deviennent des faits de société où les gens se permettent d'agresser leurs conseillers bancaires, d'agresser un agent d'accueil de Pôle emploi, par exemple, de France Travail. Et donc, c'est aujourd'hui ce double phénomène qui explique pourquoi une montée de la violence. C'est lorsqu'il y a toujours une incompréhension. C'est un manque de dialogue, c'est un manque d'explication. Alors, je pense vous pensez vraiment que c'est juste un manque d'incompréhension qui rend les gens violents comme ça ? Il parlait que ce soit la sécurité sociale, que ce soit à Pôle emploi, que ce soit ailleurs, il y a quelqu'un qui est là et qui demande quelque chose, qui espère quelque chose, et il a en face une personne qui ne peut pas accéder à son désir et qui lui dit une première fois, une deuxième fois, puis la troisième fois, elle lui dit un petit peu plus durement, bon écoutez, moi, maintenant ça suffit, je vous ai expliqué plusieurs fois, il y a la queue là, maintenant, allez chercher un responsable. On ne croit plus en l'autorité, on sait mieux que tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous à un guichet n'a pas le savoir suffisant pour nous dire non. Généralement non, mais quand quelqu'un est sous pression, je l'excuse pas, mais quand quelqu'un est sous pression, il veut avoir une réponse. Et quand il n'a pas la réponse, il peut. Et là, on en revient à un manque d'éducation et puis peut-être un mode de vie qui n'est pas celui de nous quatre. Je veux dire, la personne qui dort mal, qui mange mal, qui a pas un rond, elle réagit pas de la même manière qu'une personne qui peut être nantie. Vous refusez de... Non, mais je pense que ça. Non, je conteste un peu le point. Et après, Jean-Marie Godard. Bien sûr. Je pense que l'explication par le social aujourd'hui, c'est une explication qui est datée et qui ne résout pas les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et c'était le diagnostic qu'avait posé Emmanuel Macron, c'est un diagnostic social-démocrate, vous expliquez l'insécurité et la violence par la problématique sociale. Or, quand vous regardez par exemple l'exemple de Marseille, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les crises économiques et l'augmentation de la violence dans les années 70, au début des années 2000, mais depuis les années 2000, on a une augmentation, depuis 2008, on a une augmentation de la croissance économique à Marseille, et pour autant, la violence explose. Donc, et le taux de chômage a plus ou moins baissé à Marseille depuis de la même façon qu'au niveau national, depuis quelques années, et pour autant, les faits d'insécurité augmentent. Donc, pour moi, cette explication-là ne vaut pas... Ce qui est nouveau, c'est la banalisation de la violence. À partir du moment où on en parle tous les jours, c'est